Bonjour, je suis Cédric Vachon de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour cette première mini-conférence du Cap Métiers Tour de La Rochelle, consacrée ce matin au métier du bâtiment. Alors, petit rappel technique, vous pouvez, grâce au chat, nous faire part de toutes vos questions à notre invité et je m'en ferai le relais. Et donc, pour parler de ces métiers du bâtiment ce matin, nous accueillons Mathieu Ridoré. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter qui vous êtes et puis votre entreprise? Oui, bien sûr. Donc, je me présente Mathieu Ridoré. Donc, je suis co-gérant d'une entreprise familiale, le groupe Ridoré. Le groupe Ridoré est un groupe qui propose des prestations au niveau de la menuiserie. Donc, on est fabricant et installateur dans le domaine de la menuiserie. Donc, nous avons à la fois des usines qui produisent de la menuiserie extérieure, donc des fenêtres, des portes-fenêtres, des portes d'entrée en bois, PVC, aluminium. Nous avons aussi un atelier de menuiserie intérieure. Et puis après, nous proposons des prestations auprès de nos clients par le biais de plusieurs sociétés. J'en citerai 3. Donc, France Menuisier qui propose des prestations de rénovation auprès des clients particuliers. Ridoré Menuiserie qui travaille sous appel d'offres. Et puis, nous avons aussi une marque e-commerce avec le roi de la fenêtre.fr qui propose des solutions via ce vecteur numérique. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de nous présenter un peu la variété des métiers qu'il y a dans ce secteur du bâtiment, au-delà de votre secteur de la menuiserie. Quels sont les différents métiers qu'on retrouve? Effectivement, le bâtiment, c'est avant tout des métiers de passion. C'est des métiers qui sont à la fois techniques, mais très passionnants par leur relation humaine. Et c'est vrai qu'on peut effectivement appréhender le monde du bâtiment par de plusieurs façons. D'un premier point, je dirais que les entreprises du bâtiment sont très riches et variées par leur culture, par leur structure d'entreprise. On peut retrouver des toutes petites entreprises, comme des entreprises d'une seule personne, les auto-entrepreneurs par exemple. On peut retrouver des entreprises multinationales. On peut citer les gros majeurs comme Bouygues, comme Vinci, comme Eiffage. Et puis on retrouve aussi tout un ensemble d'entreprises de taille intermédiaire ou de petites entreprises allant de quelques salariés à 50, 100, 500, 1000 salariés. Et à chaque fois, chaque entreprise, c'est une culture, c'est une approche différente. On peut aussi préciser que ces entreprises sont soit artisanales, soit beaucoup plus structurées, voire industrielles, et ce qui permet à chacun de pouvoir trouver quelque part chaussure à son pied. Et puis, c'est vrai qu'il y a une autre façon de regrouper les entreprises du bâtiment, c'est par leurs clients, par leur typologie de clients, puisqu'on retrouve des entreprises qui travaillent plutôt auprès du client particulier, d'autres qui travaillent sous appel d'offres. Un appel d'offres, c'est quoi? C'est lorsqu'un client, un maître d'ouvrage public ou privé, veut construire un gros bâtiment, comme des logements collectifs, par exemple, et pour pouvoir avoir des entreprises qui leur proposent leurs prestations, ils lancent ce qu'on appelle un appel d'offres, ce qui leur permet de négocier après les prix et les prestations. Et puis, ce qui est intéressant aussi à bien avoir en tête, c'est que le monde du bâtiment, c'est aussi tout un ensemble d'acteurs, de personnes qui travaillent toutes pour le monde du bâtiment, mais qui ont bien des fonctions, des enjeux différents. On retrouve donc, les maîtres d'ouvrage, les clients qui ont des travaux de rénovation et de construction à entreprendre. On retrouve des architectes de conception qui dessinent les bâtiments. On retrouve aussi ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, soit des architectes donc de maîtrise d'œuvre ou des OPC qui ont vocation à coordonner, à diriger les entreprises qui sont sur les chantiers. On retrouve aussi des personnes qui ont vocation à faire en sorte que la sécurité sur chantier soit toujours au mieux, comme des coordinateurs sécurité. Et puis, on retrouve toutes les entreprises, du gros œuvre jusqu'au lot finition, comme la menuiserie, comme la peinture, comme la plâtrerie, qui œuvrent tous pour donc, concevoir les bâtiments. D'accord. Et donc, du coup, après avoir présenté cette variété, cette palette très diversifiée de ces métiers, quels sont les besoins de recrutement de ce secteur? Est-ce que certains ont plus de besoins que d'autres? Comment ça se passe? Il faut bien avoir en tête que le bâtiment, c'est avant tout aujourd'hui un enjeu environnemental très fort, voire économique. C'est vrai qu'on peut citer que le plan de relance de l'État
mise beaucoup sur le bâtiment, parce que le bâtiment, c'est plus d'1 million de travailleurs en France, hein, donc c'est énorme. Donc, quand le bâtiment va, tout va. C'est ce qu'on dit d'un point de vue de l'économie, mais c'est une vérité. Et puis, chacun est bien en connaissance sur les enjeux environnementaux, le développement durable. Le bâtiment doit effectivement continuer à construire de façon plus durable les bâtiments, doit s'efforcer à rénover avec des produits, des solutions beaucoup plus performantes pour que, in fine, le bâtiment consomme moins d'énergie, donc chauffe moins, pour répondre à ces enjeux environnementaux. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de collaborateurs, de salariés qui proposent des solutions d'innovation, que ce soit d'un point de vue produit, tout bêtement, comme des nouvelles fenêtres, des nouveaux matériaux pour la plomberie, pour l'électricité, pour le gros œuvre. Des personnes qui innovent aussi dans la manière dont on conçoit les bâtiments, pour nous aider à mieux travailler sur les chantiers, pour aider à mieux concevoir sous cette étiquette-là donc les chantiers, les bâtiments. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de personnes qui ont la passion de construire. Il faut bien avoir en tête que le bâtiment, c'est aussi des métiers où on voit ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un bâtiment, lorsqu'il est fini, les matériels, on peut bien comprendre ce qu'on a produit et à quoi il sert. Et ça, c'est avant tout, quelque part, des enjeux qui nous permettent de bien recruter les personnes dont on a besoin. D'accord. Du coup, on voit les besoins, on voit du coup toute la plus-value aussi que les gens peuvent retirer de travailler dans ce secteur. Très concrètement, vous, en tant que recruteur, lorsque vous recrutez, c'est quoi les qualités que vous préférez retrouver chez les candidats? Alors, on a besoin de personnes qui, quand même, connaissent bien de leurs mains le métier, puisque le bâtiment regroupe des entreprises qui conçoivent quelque chose. Donc, on a besoin quand même de savoir comment on conçoit la prestation qu'on propose à son client, qu'on soit encadrant, qu'on soit en responsabilité plus forte, qu'on soit bien sûr sur les chantiers. On a besoin de personnes qui ont quelque part le goût de l'acte manuel. Mais au-delà de ça, il faut bien avoir à l'esprit que le monde du bâtiment regroupe aussi un ensemble de métiers assez connexes au savoir-faire manuel. Dans mon entreprise, par exemple, on a des juristes, on a forcément des personnes qui font que de l'administratif, on a des personnes qui encadrent les acteurs qui sont sur les chantiers, on a des personnes aussi qui ont plus vocation à faire en sorte que l'entreprise respecte ses obligations en matière de sécurité. Donc, on a surtout besoin de personnes qui aiment s'impliquer dans notre profession, dans nos métiers. Après, il y a tellement de variétés et de richesses dans le bâtiment que n'importe qui, quelque part, peut prétendre y travailler. D'accord. Alors, du coup, on a Jennifer qui pose une petite question, mais qui a toute son importance, et qui demande si le métier de menuisier, donc que vous connaissez bien, est un métier difficile ou pas. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle difficile. Je pense que, comme tout métier, ce qui est difficile, c'est de travailler à reculons et de ne pas aimer ce qu'on fait. Par contre, c'est vrai quand, comme je disais, on a quelque part le goût du travail bien fait, qu'on a le goût de concevoir des choses matérielles, le métier de menuisier n'est pas très compliqué en soi. Surtout que le monde du bâtiment a beaucoup travaillé pour aider les personnes qui sont sur les chantiers à lever des charges, par exemple, pour éviter de se casser le dos, pour éviter de se blesser sur les chantiers. Donc, on a beaucoup de matières et de moyens d'aide sur les chantiers pour améliorer donc, la qualité de prestation, la qualité de travail. D'accord. Et du coup, est-ce à dire que le secteur du bâtiment devient ou est ouvert au public féminin? Parce qu'on sait que oui, effectivement, traditionnellement, c'est vrai que c'était plutôt masculin. Est-ce qu'aujourd'hui, les mœurs évoluent et que vous accueillez… Les mœurs ont beaucoup évolué, effectivement, et continuent à évoluer. On a de plus en plus, effectivement, de personnes féminines qui travaillent au sein de l'entreprise et au sein du monde du bâtiment. Alors, certes, on n'est pas encore en parité mathématique, mais j'espère que ça deviendra prochainement. Alors, c'est vrai qu'on part de zéro, donc quand on part de zéro, c'est toujours plus facile de progresser. Mais il faut reconnaître que la culture aussi bâtiment a beaucoup évolué. Les hommes acceptent aujourd'hui complètement les femmes, que ce soit sur chantier ou sur des postes d'encadrement. Et c'est une très bonne chose puisque, bien évidemment, les femmes comme les hommes apportent leur patte et leur approche à ces métiers. Tout à l'heure, vous évoquiez les problèmes économiques. On est en pleine crise de Covid. Très concrètement, pour votre secteur d'activité,
qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change pas grand-chose, j'allais dire, puisque toutes les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de travail. Je pense que d'ailleurs, si on prend un peu de recul, ça peut se concevoir de plusieurs façons. D'une part, on aura toujours besoin de bâtiments pour se loger, pour donc y habiter, pour travailler. Donc, le bâtiment est une activité qui est pérenne et qui est durable. Malheureusement, contrairement à d'autres activités comme le touriste, par exemple, est-ce que demain on continuera à faire du tourisme et donc à se déplacer? Peut-être que non. En tout cas, ce n'est pas essentiel pour vivre. Le bâtiment regroupe des métiers qui sont essentiels et dont on peut estimer avoir toujours besoin. Et justement, c'est un peu le deuxième point, c'est que ce qu'on constate, c'est que on a quand même beaucoup de personnes qui ne pouvant plus se déplacer, ne pouvant plus partir en voyage, ont préféré dépenser l'argent qu'elles avaient dans leur maison pour la rénover ou pour éventuellement changer de maison. Et effectivement, on a aussi sur La Rochelle pas mal de Parisiens, de Bordelais, de Nantais, en tout cas des personnes qui habitaient dans des grandes villes et qui n'avaient pas forcément de jardin, par exemple, qui préfèrent déménager ou acheter une maison secondaire dans un espace un peu plus agréable pour en profiter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin, comme je disais tout à l'heure, de personnes, de ressources pour compléter nos équipes et nous aider à honorer les contrats de nos clients. Du coup, à la fois de la construction neuve, mais également de la rénovation, c'est ça? Effectivement, ça, c'est un autre aspect qui est important et très intéressant, c'est qu'on peut aussi segmenter notre métier en deux parties. Le marché du neuf, donc construire un ouvrage de A à Z avec un terrain vierge et puis tout bâtir dessus. Ou alors les métiers qui sont plus liés à la rénovation. On parle beaucoup de rénovation énergétique, qui est un bien grand mot, mais qui est tout aussi important en termes d'enjeux, qui a pour vocation donc à rénover un patrimoine existant et faire en sorte qu'on le mette forcément dans un confort beaucoup plus moderne que ce qui pouvait être jusqu'à présent et surtout permettre à ce que ce bâtiment consomme moins en énergie. Petite question de Saïd sur le chat qui demande si le métier d'électricien est un métier à risque. Non, il n'y a pas vraiment de métier plus à risque dans le bâtiment. Alors, c'est sûr qu'on sait bien que lorsqu'on travaille dans la maçonnerie, donc ce qu'on appelle le gros œuvre, il faut vraiment plus porter un casque, j'allais dire, que lorsqu'on est électricien, puisqu'on manutentionne forcément des matériaux plus lourds et donc plus à risque d'un point de vue des dégâts qu'ils peuvent procurer. Mais j'allais dire que les métiers du bâtiment sont tous assez égaux par rapport aux risques liés à la sécurité. Si on applique tout bêtement les bonnes règles du métier, de la profession. Et comme je disais tout à l'heure, sur un chantier, il y a toujours une personne qui veille à ce que les entreprises travaillent en sécurité. C'est le coordinateur SPS. Donc la réponse est forcément oui, puisque quand on rentre dans le détail, chaque métier, chaque entreprise, chaque secteur d'activité a ses avantages, ses inconvénients. Mais globalement, il n'y a quand même pas plus de risques en tant qu'électricien ou en tant que menuisier ou plombier ou gros œuvre. D'accord. Autre question de Céline. Est-ce que les terrassiers sont obligatoires avant de poser les fondations? Les terrassiers, est-ce qu'ils sont obligatoires? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que sur un chantier, on a ce qu'on appelle donc un maître d'œuvre qui s'occupe de coordonner les entreprises. Et ce maître d'œuvre a un métier tout aussi difficile que passionnant et obligatoire, puisque c'est lui qui va effectivement faire le planning du chantier pour préciser aux entreprises à quel moment elles doivent intervenir. En fonction de la configuration du chantier, en fonction aussi des enjeux en termes de dates, en termes aussi d'autres caractéristiques propres aux clients, au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre, on peut effectivement avoir des phasages entre entreprises un peu différentes d'un chantier à l'autre. Donc, il n'y a pas de règles bien précises. Après, il y a quand même des règles de bonne conduite qui veut qu'on commence par le gros œuvre puis on finit par les lots de finition. Mais après, entre les différents acteurs, il peut y avoir des différences d'un chantier à l'autre. D'accord. On nous demande également en quoi consiste le métier de couvreur. Je vous fais aller d'un secteur à un autre. Métier de couvreur, j'espère que je vais finir par prendre un joker tout à l'heure si je ne vais pas répondre à toutes les questions. Métier de couvreur, c'est l'entreprise, c'est la personne qui s'occupe de recouvrir quelque part l'habitation, donc qui s'occupe de la toiture pour que le bâtiment puisse être étanche par le haut. Voilà, donc globalement, concrètement, c'est celui qui met les tuiles sur la toiture. D'accord.
Des questions également sur le comment on accède à ces métiers. Donc, quels sont les types de formations, quelles sont leurs durées? Alors, plus de rentrer dans le détail, c'est plus peut-être nous dire tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous recrutiez des gens compétents. Très concrètement, quelqu'un qui ne serait pas compétent à la base, est-ce que l'alternance, par exemple, une formation en alternance, c'est possible dans le bâtiment ou pas? C'est même honnêtement la meilleure formation possible, c'est l'alternance, qui permet à la fois d'être formé par des cours théoriques à l'école, dans l'organisme de formation, et puis pouvoir appliquer de suite en entreprise l'enseignement qu'on a pu se voir dispenser. Et effectivement, le bâtiment est peut-être le domaine d'activité qui fait plus appel à l'alternance pour former effectivement les nouvelles personnes. Comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, j'aime bien les personnes qui ont quelque part un profil manuel et qui souhaitent évoluer pour avoir des responsabilités. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, si je prends mes conducteurs de travaux, ce sont des personnes qui encadrent, qui coordonnent leurs menuisiers, leurs ouvriers qui sont sur les chantiers. Mais ce conducteur de travaux, c'est aussi une personne, quelque part, qui doit poser les bonnes questions à ses menuisiers, qui doit trouver des solutions techniques par rapport aux problématiques qui sont donc sur les chantiers. Et pour pouvoir être un bon conducteur de travaux, il faut quand même savoir comment on pose l'ouvrage qui est demandé à son ouvrier. Donc, le bon profil pour moi, c'est la personne qui a un CAP, un BEP par exemple, donc qui a pu se former sur ces métiers manuels et puis après qui a évolué vers éventuellement une école d'ingénieur, on en a quelques-uns, ou un IUT ou une université pour compléter sa formation sur un volet un peu plus théorique et qui pourra l'amener à avoir un peu plus de responsabilité en entreprise. Après, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas forcément non plus besoin de formation pour évoluer dans le bâtiment. On a des menuisiers, des ouvriers chez nous qui progressent par leur travail, par leur investissement, par leur envie aussi de progresser et d'évoluer, et qui ont prouvé qu'ils savaient bien travailler sur les chantiers. Et ces personnes-ci, si elles le souhaitent, si elles sont motivées, on leur permet d'évoluer à des postes d'encadrement. On les accompagne aussi par la formation interne, certes, mais rien de mieux qu'une personne qui sait poser un ouvrage, qui sait poser une fenêtre pour pouvoir encadrer derrière des équipes, puisqu'elle sera crédible, elle saura faire et elle pourra donc mieux coordonner les ouvriers. Question qui brûle toujours les lèvres des élèves et des adultes aussi, c'est on gagne combien en étant dans le métier du bâtiment? Est-ce qu'on gagne bien sa vie? On gagne relativement bien sa vie. Alors, tout ça, c'est relatif. On sait que la rémunération, c'est relatif. On a tendance à dire que dans le bâtiment, on est plutôt généreux pour différents aspects. D'une part, il y a toujours des primes dans le bâtiment qui permettent de compléter son salaire fixe. Alors, souvent des primes liées à la compétence et au résultat de son travail, mais c'est une vérité. Dans le bâtiment, il faut reconnaître aussi qu'il y a souvent un véhicule de service, un véhicule de fonction qui est nécessaire, indispensable pour aller sur les chantiers, mais qui, quelque part, permet aussi de faire les déplacements domicile-travail. Et ça, c'est pas neutre en termes de coûts. Il faut reconnaître aussi que lorsqu'on travaille dans le bâtiment, en général, on sait concevoir ou rénover son propre bien immobilier. Donc, quelque part, on construit tout seul sa maison. Donc, c'est quelque part une économie non négligeable, ou en tout cas, on sait faire appel à des amis pour aider à construire ou rénover sa maison. Donc, ça, mis bout à bout, il y a quand même pas mal d'avantages financiers qui permet effectivement de pouvoir dire qu'on gagne relativement bien sa vie dans le bâtiment. Après, bien sûr, tout ça, c'est relatif. À partir de quel âge on peut accéder à vos métiers? En principe, c'est 16 ans pour l'alternance. Après, quand on est mineur, c'est toujours compliqué parce que l'entreprise doit respecter des règles un peu plus fortes en matière de sécurité. Donc, c'est sûr que 18 ans permet de pouvoir exercer au mieux le métier. Mais effectivement, comme n'importe quelle activité, 16 ans, en principe, c'est l'âge minimum. D'accord. Alors, on a Laetitia qui nous demande, vous, par rapport à votre activité, quels sont vos fournisseurs et est-ce que vous employez des designers au sein du groupe Ridoré? On n'emploie pas de designer. Alors, si je comprends bien la question, mais je répondrai oui et non. En fait,
Nous, on est, donc, je disais tout à l'heure, fabricant et installateur. Donc, on fabrique de la menuiserie extérieure ou de la menuiserie intérieure, et puis on pose les ouvrages qu'on produit, ou alors on achète des ouvrages, donc comme des volets, des portails, auprès d'industriels qu'on revend après nous à nos clients avec l'acte de pose derrière. Par contre, pour concevoir une menuiserie, on a besoin de personnes pour quelque part la dessiner. C'est peut-être pas le bon terme, mais je pense par rapport à la question, c'est ce que j'aimerais employer. Pour la dessiner, non pas d'un point de vue esthétique, mais j'allais dire par rapport aux performances techniques de la fenêtre qu'on souhaite développer. Je prends un petit exemple. On a développé une fenêtre qu'on appelle la fenêtre ENR qui propose des caractéristiques, des performances énergétiques très fortes. Pour concevoir cette menuiserie, on a eu besoin d'ingénieurs, d'universitaires, pour nous aider à réfléchir comment concevoir cette fenêtre et comment réussir à atteindre la performance qu'on souhaitait avoir. Donc, quelque part, on a des designers au sens où on a des personnes qui réfléchissent à la manière dont on doit produire une menuiserie pour qu'elle remplisse les objectifs qu'on avait besoin d'atteindre. Je rappelle qu'une fenêtre, ça a deux enjeux. Une fenêtre, ça permet de faire rentrer la chaleur, donc rentrer la lumière, rentrer la chaleur. Si on prend un petit exemple basique, entre un triple vitrage et un double vitrage, puisque une fenêtre peut avoir 1, 2 ou 3 vitres en son sein. Si on prend une fenêtre avec 3 vitres, donc un triple vitrage, c'est une fenêtre qui aura tendance à moins faire rentrer la chaleur dans le logement par rapport au double vitrage. Plus il y a de vitres, moins la chaleur pénètre dans le logement. Par contre, il y a une deuxième caractéristique importante en termes de performance pour une fenêtre, c'est sa capacité à garder la chaleur dans le logement. Et c'est là où un triple vitrage aura tendance à mieux conserver la chaleur dans le logement par rapport à un double vitrage. Donc, on voit bien qu'entre un double vitrage et un triple vitrage, il y en a une qui est performante pour faire rentrer la chaleur et l'autre qui est un peu moins performante. Et puis, il y en a une qui est donc plus performante pour conserver la chaleur dans le logement et l'autre un petit peu moins. Donc, c'est un compromis entre toutes ces caractéristiques qui permet de positionner la bonne fenêtre au bon endroit. Nous, on a développé une fenêtre qui est tout aussi performante par rapport à ces deux aspects. D'accord. Question qui est récurrente chez les collégiens. Est-ce que vous prenez des stagiaires pour des stages d'observation en troisième? On prend des stagiaires. Alors, je travaille beaucoup aussi avec la CDA sur ce type de sujet. D'ailleurs, je lisais hier dans le Sud-Ouest la difficulté qu'avaient certains collégiens ou lycéens de trouver des stages, puisqu'il y a un stage obligatoire. Non, c'est en troisième le stage obligatoire, il me semble, de 3 jours ou d'une semaine. Effectivement, on prend des stagiaires, on prend des alternants tous les ans. Alors, forcément, prendre un stagiaire, prendre un alternant, c'est aussi une responsabilité au niveau de l'entreprise pour pouvoir lui permettre de fonctionner correctement pendant son stage ou son alternance. Donc, on ne peut pas se permettre d'en prendre beaucoup. Mais effectivement, tous les ans, on s'investit beaucoup auprès des jeunes pour leur permettre soit de découvrir l'entreprise, découvrir le métier de bâtiment ou les former par le biais d'alternance. D'accord. Alors, on a le collège de Saint-Martin-de-Ré qui nous demande de rebalayer les différents métiers que l'on peut retrouver dans le secteur du bâtiment. Alors, peut-être qu'on peut les reprendre par grande famille. Oui, on peut peut-être les prendre par grande famille. Alors, on trouve d'abord des commerciaux, des personnes qui vendent les prestations que vend l'entreprise, sachant qu'on a après 2 types de commerciaux. On a ce qu'on appelle des commerciaux qui ne font que l'acte de vente, et puis on a des chargés d'affaires. Les chargés d'affaires sont des personnes qui à la fois vendent la prestation et qui s'occupent aussi de l'exécution de la prestation. Un chargé d'affaires, c'est une personne qui est polyvalente, commerciale et technique. Donc, on trouve on va dire la population commerciale. Après, on retrouve ce qu'on peut appeler l'encadrement. Alors, soit des chefs de chantier, soit des conducteurs de travaux. Le chef de chantier étant un conducteur de travaux qui reste sur le chantier, donc qui est à la fois ouvrier sur le chantier, mais qui a une casquette de chef pour coordonner les quelques personnes de l'entreprise qui sont sur le chantier. Le conducteur de travaux ayant uniquement un rôle d'encadrement pour faire en sorte que les équipes qui sont sur le chantier fonctionnent correctement et pour, comme je disais tout à l'heure, trouver les bonnes solutions aux problèmes qui sont révélés. On retrouve après
tout un staff administratif, toutes les équipes administratives. On a besoin de personnes pour de la saisie de données, pour faire des comptes rendus, pour relancer les clients, soit par rapport à des devis, soit par rapport aux impayés, parce qu'on a aussi malheureusement des clients qui ne payent pas toujours à l'heure, pour faire de la gestion d'entreprise, tout bêtement. Et puis après, après, on retrouve bien sûr les personnes qui sont sur les chantiers, donc les ouvriers de chantier. Et puis après, en fonction de la taille de l'entreprise, on peut avoir d'autres typologies de personnes, comme des juristes d'entreprise. Il faut voir que lorsqu'on signe un contrat, on engage l'entreprise sur plusieurs types de modalités, forcément un prix, une prestation, mais aussi sur tout un environnement juridique qui permet à toutes les parties de pouvoir anticiper les problèmes ou d'autres types de sujets. On peut retrouver aussi des personnes qui ont vocation à faire en sorte que l'entreprise respecte ses obligations en matière de sécurité, en matière d'enjeux environnementaux. Ça fait partie des nouveaux métiers qu'on retrouve dans le bâtiment. Ça fait partie un peu des nouveaux métiers, effectivement, qu'on trouve dans le bâtiment. Et puis après, encore une fois, en fonction de la spécificité de l'entreprise, on peut trouver d'autres types de métiers. Juste pour ceux qui souhaiteraient savoir quelles sont les différentes grandes familles dans l'ensemble des métiers du bâtiment, là, on est rentré par rapport à ceux qu'on retrouve dans une entreprise. Si vous êtes plus sur une entrée structure gros œuvre, enveloppe extérieure, équipement et aménagement finition, là, je vous invite à aller sur le site de la Fédération française du bâtiment qui détaille précisément l'ensemble de ces métiers. Et si on reste sur le vôtre, qui est le métier de menuisier, on a une question de Hellman, M. Ridoré, qui nous demande combien de temps il faut pour apprendre le métier de menuisier. Alors ça, c'est une grande question. Moi, je me souviens quand je suis entré dans mon entreprise il y a une douzaine d'années, j'ai accompagné un certain nombre de personnes pour essayer de bien comprendre l'entreprise, tout bêtement, et puis pour m'intégrer au sein de l'entreprise. J'ai forcément accompagné, j'allais dire, les plus anciens, ceux qui avaient en principe une compétence la plus forte. Et ils m'ont tous dit, vous savez, même à mon âge, même aujourd'hui, je continue à apprendre tous les jours. Et c'est vrai que dans le bâtiment, il faut bien voir que le bâtiment, ça regroupe des métiers où l'environnement est toujours différent d'un jour à l'autre. Quand on travaille dans l'industrie, dans une usine, quand on travaille dans une activité de service où on est derrière son ordinateur tous les jours, on est toujours dans le même environnement de travail. Donc, on a forcément beaucoup moins d'aléas par rapport à cet environnement. Sur un chantier, tous les chantiers sont différents. Il y a toujours des problématiques différentes d'un jour sur l'autre qui peuvent arriver. Et c'est là où, quand je disais qu'on en apprend tous les jours, c'est en rigolant un petit peu, en souriant, c'est une vérité, puisque comme l'environnement change à chaque fois, il faut toujours s'adapter, il faut toujours anticiper les choses. Et c'est là où le métier est à la fois tout passionnant et parfois un peu difficile, effectivement, d'approche, c'est qu'on recherche avant tout non pas des personnes qui sont un peu comme des robots à se dire pour tel environnement ou telle prestation, il faut faire comme ci, comme ça. On a besoin de personnes qui soient capables d'anticiper toutes ces problématiques. Et c'est là où on en apprend tous les jours. Après, il faut avoir en tête que pour pouvoir anticiper justement ces problématiques, il faut maîtriser de ses mains le métier, il faut bien maîtriser l'environnement global de sa profession. Et ça prend effectivement 3, 4, 5 ans pour pouvoir être autonome. Alors, une dernière question, M. Ridoré, qui nous vient de Lisa Elena du lycée Fénelon Notre-Dame, qui nous demande si vous travaillez à l'étranger, si vous êtes amené à travailler à l'étranger. Non, c'est un projet qu'on a un peu en tête. On a des confrères, des amis qui travaillent dans le même domaine d'activité que nous, dans la menuiserie par exemple, qui vendent leur production aux États-Unis, par exemple. Made in France fonctionne assez bien aux États-Unis. Enfin, fonctionnait assez bien. C'est vrai que les temps changent. Globalement, c'est vrai que de façon européenne, il y a certaines entreprises qui arrivent à exporter leurs produits, leurs ouvrages dans des pays asiatiques ou aux États-Unis, par exemple. Pour l'instant, nous, on ne le fait pas pour répondre à la question, mais on est fabricant en menuiserie extérieure bois et on sait que c'est un produit qui peut s'exporter je veux dire, relativement facilement si on y met un peu les moyens et si on a un peu de chance. Il faut toujours un peu de chance dans la vie quand même. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre mobilisation ce matin.
Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération française du bâtiment, notamment pour découvrir l'ensemble de ces familles de métiers. De même que sur capmétier.fr pour en savoir un petit peu plus, ou d'appeler la plateforme téléphonique, le 0800 940 166, pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer ou toutes les questions que vous avez concernant votre orientation. Merci beaucoup à vous, M. Ridoré, et à très bientôt pour une nouvelle mini-conférence. Au revoir.